BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour BFM Crypto, le club sur BFM Business, comme tous les jours de 15h à 15h30. Aujourd'hui, on va parler de finance et innovation avec Élodie Trévillot, présidente Finance Innovation et associée gérant à la Banque de Lubac. Bonjour Élodie, ravie de vous retrouver sur ce plateau. On parlera également des jeunes et de la crypto et de l'adoption aussi dans les autres pays avec Samira Karache qui est avec nous, directrice de projet à l'Université Côte d'Azur et consultante blockchain. Et puis, on parlera des arnaques, de la criminalité. Pour une fois, pas des enlèvements, William L., mais des arnaques finalement qui touchent énormément d'investisseurs, quasiment tous les jours. Ça se multiplie dernièrement. Exactement, les investisseurs et les particuliers, faites attention. Ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Vous continuez à nous écrire, à nous poser toutes vos questions sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous le savez, on y répond les jeudis entre 15h et 15h30 sur ce plateau. BFM Crypto, le club, c'est parti. Samira Karache, directrice de projet à l'Université Côte d'Azur et consultante blockchain. On commence par vous. Et vous avez un regard, finalement, un recul sur ce monde des cryptos, notamment l'adoption chez les jeunes, qui est très importante. L'engouement des jeunes pour les cryptos, il est comment en France? Et est-ce que l'avenir des cryptos va se jouer dans cette génération-là? Alors, je vais dire qu'il se joue déjà dans cette génération-là. Ouais. J'expliquerai pourquoi. Oui. Et oui, effectivement, les jeunes sont des adeptes de la crypto, naturellement, parce que c'est quelque chose qui leur est familier. C'est des anciens gamers, enfin anciens, toujours des gamers. Et en fait, on sait très bien que dans les jeux vidéo, ils sont déjà familiers de la tokenisation. Il y a eu la monnaie virtuelle, ce genre de choses. Exactement, ils sont déjà exposés à l'économie tokenisée. C'est vrai. Et en fait, on a, si on compare par rapport au taux national d'adoption des cryptos qui est autour de 10-11%, les jeunes, eux, ils sont à 24%. 24%, donc c'est énorme en fait. Les jeunes en France, 24%. Alors quand je dis les jeunes, 18-30 ans. 18-30 ans. 30 ans, les doctorants un peu tardifs. Mais voilà. C'est par rapport à nos voisins, par rapport à l'Europe, par rapport même à d'autres pays comme les États-Unis, la Chine. Est-ce que c'est encore petit, ce qui se passe en France, dans cette génération, ou est-ce que c'est à peu près dans les mêmes proportions, l'adoption? Alors, si on compare aux États-Unis, là, on est moitié moins, parce que l'adoption aux États-Unis, elle est énorme, 51%. Majoritairement des hommes, des garçons. En Chine, en revanche, c'est interdit. La crypto est totalement interdite. Surprise. Ouais. Mais on a quand même 6% d'utilisateurs crypto. Et après, il y a des gens qui font du minage, évidemment, en Chine. Et après, il y a la Chine qui détient, évidemment... Alors, par quoi ils abordent la crypto, les jeunes en France? Vous parliez de leur appétence pour le jeu. Est-ce qu'ils l'abordent avec des cryptos très risqués, mais un peu marrantes? Ou est-ce qu'ils l'abordent avec du Bitcoin? Alors, ils sont beaucoup sur le Bitcoin. Ils sont assez sur les cryptos les plus tendances, en fait. Bitcoin, ETH, Solana aussi, ça marche pas mal. Solana, XRP. Ouais. Après, évidemment, je pense que la hype des meme coins n'est pas étrangère aux jeunes. Et d'ailleurs, on sait que les fondateurs de la première plateforme de meme coin, PumpFun, sont 3 jeunes de moins de 24 ans. Donc, quand je disais qu'ils étaient aussi à la manœuvre sur les structures de la blockchain. Dans quel but ils investissent? Ils investissent pour se former, s'amuser, investir et gagner de l'argent rapidement? Alors déjà, un jeune sur 3 pense que la crypto est mieux qu'un livret A. Intéressant. On va en parler après, Loïc. Déjà, on voit que c'est dans un souci de préserver leur argent ou de le faire fructifier. Oui. Pourquoi ils investissent ou dans quoi c'est ça la question. Pourquoi ils investissent? Exactement. Dans quel but finalement? Pour diversifier leurs revenus, comme tout le monde. Aussi parce que c'est tendance, la crypto, chez les jeunes. On le voit sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus développé. Ouais. Les gens sont... D'ailleurs, c'est un risque parce qu'ils sont très influencés par ce qui se passe sur les réseaux. Donc, c'est aussi pour ça. Et aussi parce qu'ils aiment la tech.
Alors, ça rappelle un peu l'image célèbre où on a le personnage avec plein d'or et qui dit qu'il est là pour la tech. Ouais. Mais ils sont là aussi pour la tech. Ouais, c'est intéressant. C'est une sorte de combo qui plaît aux jeunes, finalement, là-dessus. Pour autant, est-ce qu'ils sont conscients des risques, de la volatilité, premièrement, et après, est-ce qu'ils sont conscients derrière des règles et de la fiscalité, par exemple? Parce qu'en Europe et en France, c'est très important ce volet-là aussi. Ouais. Non, ils ne sont pas toujours conscients des risques. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se forment. Il y a aussi dans les écoles, il commence à y avoir des modules sur la crypto, sur les finances décentralisées. Pas beaucoup. Ouais. On a HEC, Dauphine, Voilà. Polytechnique qui se démarquent un peu, mais c'est vrai que pas beaucoup. Il y a quelques clubs crypto. Donc, effectivement, ils ne sont pas très informés et la plupart du temps, ils s'informent malheureusement sur les réseaux sociaux. Et on voit ce que ça donne avec les techniques d'affiliation, les copy trading, etc. Donc, c'est pas terrible. Et effectivement, 60% des jeunes n'ont pas connaissance de la fiscalité en crypto. Ça les concerne pas, finalement. C'est surtout le problème pour les parents, en réalité. Oui, ça c'est... Parce qu'au final, les jeunes de moins de 18 ans qui investissent et qui peuvent des fois gagner des sommes très importantes, ça va se reporter. Ça, c'est un joli cadeau pour ses parents. Ceux qui gagnent encore, ça va. Mais... Ils sont gagnants, justement. Est-ce qu'au final, sur le total, ils font ça pour l'expérience ou ils gagnent vraiment de l'argent? Alors, il y a le modèle de réussite du millionnaire crypto qui a remplacé les autres modèles de réussite, évidemment. Ouais. Et ils ne sont pas totalement gagnants. On va dire on a quelques chiffres. 40% sont plutôt en perte. Et après, ça dépend des comportements qu'ils ont. Hein. C'est vraiment très spécifique. S'ils sont dans le trading avec des futurs, des leviers, ou si ils sont plutôt en DCA, sage, sur les cryptos majoritaires, en fait. Il y a quand même 40% de pertes. Vous parliez tout à l'heure de l'intérêt qui est énorme aux États-Unis par rapport à ce qui se passe chez nous. On imagine que l'administration Trump, l'arrivée de l'administration Trump, avec le développement du même Trump, avec les délits d'initiés, on peut parler, on est vraiment là-dedans, finalement favorise l'accès encore plus des jeunes sur les cryptos. Mais alors pas Bitcoin, alors là, sur les cryptos élargis. Oui, là, il a fait vraiment fort. Trump, avec son arrivée au pouvoir, il a lancé donc son meme coin. Ouais. On sait que Elon Musk est associé au Doge. Il a sur sa casquette d'ailleurs. Ouais. Donc oui, évidemment, il y a une promotion gouvernementale aux États-Unis de la crypto-monnaie. Et il y a des stratégies, évidemment, sur les stablecoins pour renforcer le dollar, etc. Mais oui, il y a une vraie dynamique sur les crypto-monnaies aux États-Unis, c'est indéniable. Ouais, c'est très intéressant. Élodie Trévillot, vous êtes présidente de Finance Innovation. Déjà, rappelez-nous ce que c'est que Finance Innovation. Finance Innovation est un pôle de compétitivité qui est là pour défendre les intérêts français rattachés à Paris Europlace et qui a pour objectif de promouvoir et susciter l'innovation dans la finance au sens large. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 membres, 400 fintech, des établissements bancaires et financiers et également des universités et des instituts de recherche comme l'Institut Louis Bachelier. Quel regard vous portez justement sur ce qu'on vient de dire, sur la jeunesse qui adopte plus largement que les générations précédentes le système de crypto, finalement la finance, la nouvelle finance? Alors, pour le coup, j'ai un regard... donc moi, j'ai un parcours purement financier, travaillant dans une banque. De fait, nous avons des échanges avec les universités. Ce que l'on voit, et ce qui est assez marquant, c'est que la jeune génération, et notamment des élèves qui sont en master, aujourd'hui, se sont imprégnés de ces sujets crypto. Et là où avant, ils étaient en expérimentation, entre guillemets, en disant « je vais investir », aujourd'hui, on voit beaucoup de fintech qui sont montés par des étudiants. Par ces élèves-là. Par ces élèves-là, et avec une connaissance assez pointue des sujets techniques sur la cryptographie. Et donc aussi une évolution de la finance traditionnelle assez importante qu'ils ont imprégnée. Ils ont vraiment cette image de dire la finance est en train de changer, les cryptoactifs font partie de la finance de demain, donc on doit pouvoir être précurseur. Et on a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont portés par des étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup, et les femmes d'ailleurs, c'est pareil, il ne faut pas forcément une grosse éducation financière au départ, qu'au contraire, ils se sont mis à la crypto plus jeunes et que c'est ça qui les a amenés maintenant à se
voilà, élargir leurs connaissances financières, Élodie. Exactement, on a un certain nombre, un pourcentage de jeunes qui se sont intéressés à ces sujets crypto de manière assez ludique, je dirais, au tout départ, et qui se sont orientés vers des métiers de finance en disant ça reste de la finance d'une certaine façon, et ce sont la finance de demain. Les cryptos en font partie, la blockchain en fait partie, et ça, c'est assez incroyable de voir l'évolution et comment ces personnes se sont imprégnées de ce sujet-là, parfois même avant les universités et les écoles. Pour autant, vous dites qu'il va y avoir plus d'acteurs, en tout cas il y a des envies de créer des startups, des envies de créer des fintechs de la part de cette jeunesse. Vendredi ou la semaine dernière sur le plateau, Alexandre Sachenko avait peur de la réglementation MiCA. Il disait que le fait que les gros acteurs, les grosses banques qui s'emparent du Web3, qui s'emparent de la blockchain, ça allait faire disparaître les petits acteurs qui étaient des pure players de la crypto. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que non, ça ne va pas évoluer de cette façon-là ? Alors, forcément, quand il y a une nouvelle réglementation, il y a toujours des risques sur les petits acteurs, puisque l'entrée pour se mettre à niveau de cette réglementation est toujours coûteuse. Il est difficile, l'agrément MiCA, là. Il est difficile, il est complexe, ça nécessite d'être accompagné, ça nécessite forcément d'investir sans avoir un retour directement. Donc oui, il y aura probablement, entre guillemets, une perte de certains acteurs qui ont été... Il y aura de la concentration. Après, on voit une évolution, et là, je vais parler vraiment d'un point de vue universitaire. Aujourd'hui, on a des structures qui se mettent en place et des sociétés qui sont créées par des étudiants sous la forme d'incubateurs, notamment. Et on voit une dynamique d'innovation se créer qui est une dynamique différente de ce qu'on a connu précédemment. Donc, je ne suis pas sûre qu'on aura effectivement des fintechs complètement créés par des étudiants, mais en tout cas, le fait qu'on ait cette innovation qui soit imprégnée à l'intérieur même des parcours universitaires va permettre de mettre en place, pour moi, de nouveaux projets. Après, le sujet réglementation, c'est un sujet qui forcément impacte quand on a sa société directement, mais il n'empêche qu'on aura quand même, à mon sens, cette partie innovation très prégnante qui viendra des étudiants. Et on le voit aujourd'hui, nous, on a des sujets qui nous sont apportés et qui sont encore en gestation, si je puis dire. Mais en tout cas, les idées viennent d'étudiants et seront portées plus tard. Ça fait plaisir, cette parole d'optimisme, parce que justement, quand on l'écoutait, Alexandre, il était un petit peu pessimiste la dernière fois. Il avait peur de cette réglementation MiCA. Ça veut dire qu'on s'adapte aussi dans la création d'entreprises, qu'il y aura un après juin 2026, une fois que tout ça sera retombé sur ses pattes, et que ça ne va pas empêcher l'innovation. C'est ça que vous dites ? Oui, on pourrait prendre... La réglementation fait peur, et c'est normal quand c'est nouveau, quand il y a des choses à créer, surtout qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui est encore mouvante, dans le sens où les textes évoluent encore, ils vont continuer à évoluer. Oui. On peut faire le lien avec les États-Unis. On voit bien que les États-Unis ont pris une approche un peu plus agressive. Oui. On peut se dire que cette approche agressive va avoir forcément des impacts aussi, dans un deuxième temps, en Europe. Mais, entre guillemets, l'innovation, et la réglementation dans l'innovation, elle est normale, elle va se faire par étapes. On l'a connu au niveau des établissements bancaires et financiers. Tous les établissements n'ont pas disparu, même si parfois la marche à passer est un peu haute. Au niveau de MiCA, on aura forcément des acteurs qui ne pourront pas passer cette marche. Est-ce que ça veut dire que derrière, les innovations qu'ils ont pu mettre en place vont disparaître ? Je ne pense pas. Ces innovations, elles vont forcément être récupérées par d'autres établissements si elles ont un intérêt. Et là, je peux vous le dire, nous, on voit des projets quasiment tous les jours qui arrivent, qui sont portés par des étudiants ou des personnes qui sont un peu plus jeunes que ce qu'on voit habituellement. Mais ces innovations, nous, on les regarde en tant qu'innovation, et demain, on ne s'interdit pas, par exemple, d'aller investir sur des projets qui ont du potentiel. Et ça permettra à ces projets de passer une étape. Oui, il y aura garder ces acteurs. Il y aura un tri sélectif au tout départ. Ouais. Justement, sur les projets, j'allais vous poser la question, sans dévoiler évidemment ce secret des projets et de la finance décentralisée de demain. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est en train de se préparer dans la crypto, dans la blockchain ? Est-ce qu'on voit émerger des choses qui ne sont pas encore sorties aujourd'hui et qui, a priori, auront de l'avenir dans le secteur ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer, que ça soit dans le secteur financier comme d'autres secteurs.
On peut parler de la tokenisation, c'est un vrai sujet. On en parle tout le temps dans cette émission. Voilà. Oui. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a le sujet des prêts crypto demain sur lequel on parle de Lombard crypto, un prêt sur lequel la garantie porte sur un portefeuille de crypto actifs. Ça, ce sont des sujets demain qui intéressent tous les établissements bancaires et financiers parce qu'aujourd'hui, quand on entend effectivement qu'il y a 24% des 18-30 ans qui ont des cryptos, demain, ces cryptos, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont devoir aussi aller dans l'économie, si je puis dire, réelle, c'est-à-dire ils vont devoir acheter leur appartement, leur voiture, leur maison, peu importe, et ils vont utiliser ces cryptos en garantie pour avoir des prêts bancaires. Oui, continuez. Non. Je Non. vous ai coupé la parole. Cette réglementation MiCA, est-ce qu'elle ne va pas quand même freiner ? C'est un peu la peur de tous les acteurs du secteur en ce moment. On l'entend beaucoup sur ce plateau. Les ambitions, nous faire prendre du retard face aux États-Unis, c'est pas forcément. On ne peut pas présenter ça, en tout cas, comme une opportunité. Là, en juin 2025, c'est un frein pour le moment. On en est là. On est d'accord qu'une réglementation, comme je disais, elle est évolutive. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit un frein pour l'innovation. Il y a des travaux qui sont menés aussi on est à MiCA 1, il y aura forcément un MiCA 2, un MiCA 3. Ouais. Le point, c'est de faire évoluer cette réglementation pour qu'elle accompagne aussi l'innovation et puis le potentiel européen, puisque l'Europe était quand même une place importante. La France avait une place importante avec la loi Pacte auparavant. Et donc, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Donc, il y a forcément, entre guillemets, du lobbying. Et en tout cas, il y a des échanges entre les différents régulateurs européens pour faire avancer la réglementation et qu'elle accompagne l'innovation et pas qu'elle en soit un frein, ça c'est sûr. Samira ? Oui, il faudrait aussi équilibrer les choses pour que ça ne devienne pas seulement un frein, mais une raison de s'enfuir. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui migrent, en fait. Oui, c'est ça. C'est soit vous revoyez votre stratégie et vous n'êtes plus un des acteurs, soit il y en a qui vont choisir effectivement d'aller ailleurs. Oui, tout à fait. On a ce risque-là, forcément, quand on a une nouvelle réglementation qui se met en place. Et aujourd'hui, la réglementation MiCA, c'est ni plus ni moins qu'une réglementation qui a été en partie dupliquée sur la réglementation liée aux services financiers, donc une réglementation très bancaire au tout départ. Ouais. Et donc, on essaye de mettre en place une réglementation qui a pris peut-être 10-15 ans sur la partie bancaire, en quelques années sur la partie crypto. Donc, la marche a passé très, très haute en très peu de temps. Il y aura, à mon sens, forcément des ajustements sur MiCA 2 et MiCA 3 par rapport aux intérêts. Il va falloir défendre les intérêts. Il y aura probablement des ajustements sur certaines demandes qui sont faites aujourd'hui. Et c'est une réglementation qui va évoluer dans le temps. L'ambition de la BCE de lancer son euro numérique, qui est encore un projet, est-il compatible ? Vous qui êtes vraiment placé entre les deux, et notamment vraiment l'innovation de la finance, est-ce que c'est compatible avec le développement du Web3 ? Alors, on sent qu'il y a une sorte de frein là aussi. Alors, il y a pour moi deux sujets. Effectivement, l'euro numérique par rapport à la finance décentralisée, ce que l'on peut faire pourrait être un frein, puisqu'il y a vraiment des contradictions entre les deux aspects. L'euro numérique, ça veut dire déjà que les gouvernements auront en permanence accès à toutes les informations, ce qui n'est pas forcément dans la lignée de la partie finance décentralisée. Ça veut dire aussi par rapport à des pays où on met en avant des stablecoins, et on voit que la partie stablecoin, aujourd'hui, les transactions en stablecoin dépassent le nombre de transactions qu'il y a sur le réseau Visa, par exemple. Forcément, on risque de prendre le mauvais virage, je dirais. Et il y a, à mon sens, au niveau européen, des vraies questions à se poser, puisqu'on a un certain nombre de pays aujourd'hui, des pays qui mettent en avant des réglementations crypto plus souples, qui se focalisent sur la partie stablecoin. Et nous, on a choisi d'aller vers l'euro numérique. Est-ce que stratégiquement, c'est la bonne décision ? Je ne suis pas sûre qu'on ait pris le bon chemin. Les pays ne savent pas trop sur quel pied danser par rapport aux monnaies numériques de banque centrale. La Chine, la Chine est leader. A développé sa monnaie numérique. Elle est pilote là-dedans, et pour autant vous dites que malgré tout il y a quand même un peu de crypto en Chine, même si une adoption, même si elle n'est pas légale, elle n'est pas légale réellement, elle n'est pas développée. L'adoption du yen numérique. D'un côté l'adoption de la crypto et le développement du yen numérique en parallèle. En fait, la Chine a une stratégie assez ambivalente en vérité. D'un côté, donc il y a cette restriction sur l'utilisation de la crypto-monnaie totale.
De l'autre côté, c'est quand même le deuxième pays détenteur de crypto-monnaies, juste derrière les États-Unis, mais vraiment juste derrière, ils auront 4000. En termes de réserves stratégiques, bitcoins. c'est ça? Oui, ils ont 494 000 bitcoins. Les États-Unis en ont 198 000. Donc, On ne peut pas être plus ambivalent, effectivement. Voilà. Mais en même temps, ils développent leur yuan numérique depuis plusieurs années, c'est depuis 2021. Ils sont à 260 millions de wallets déployés et utilisés. Et donc, ils ont à peu près une vingtaine de villes, grandes villes, où ce yuan, et c'est difficile à dire, est utilisé. Et en réalité, il y a des critiques qui sont faites, comme celles qui sont faites sur l'euro numérique, le fait que ce soit des monnaies programmables, centralisées, et puis qui n'est réellement pas forcément de fonction pour le moment, de fonction claire. Qui peuvent contrôler les utilisateurs. Mais il faut envisager ça aussi au niveau des États et pas qu'au niveau des utilisateurs. C'est ce que fait l'Europe d'ailleurs. C'est le yuan numérique est là aussi pour contrebalancer le poids du dollar, pour créer un système concurrent à celui du SWIFT et du dollar qui est prédominant. C'est intéressant que le pays qui l'ait adopté soit si il y a déjà pas mal de pays qui sont dans le système M-Bridge. Non, c'est intéressant et c'est un sujet à suivre. On verra ce qui se passe en Europe, effectivement. William L. On ne parle pas d'enlèvement dans cette émission, mais on parle parfois de criminalité. Et c'est vrai que la criminalité qui touche beaucoup, chacun d'entre nous, c'est les arnaques dans la crypto, très clairement. Vous êtes peut-être dans le viseur des escrocs 3.0, les arnaques et les vols qui sont monnaie courante dans le Web 3. On fait un petit tour d'horizon avec vous, William, pour apprendre à les éviter. Investisseurs. C'est ça. On va commencer par celle qui peut toucher tout le monde. C'est la plus classique et peut-être la plus dangereuse, c'est le SIM swap. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est quand un escroc se fait passer auprès de votre opérateur téléphonique pour récupérer l'accès à votre ligne de téléphone. La conséquence, c'est qu'en fait, il prend possession de votre numéro de téléphone et avec ça, il intercepte tous les codes de sécurité. Vous savez, quand vous oubliez votre mot de passe et que vous demandez un code sur votre téléphone, vous le recevez. Lui, il a accès à tout, que ce soit vos plateformes crypto ou bien tout le reste. Et du coup, il peut vider l'essentiel de vos wallets. Alors, comment se prémunir de ça? Il faut principalement avoir un double authentificateur et ne pas passer par l'authentificateur de téléphone, passer par un authentificateur d'application, comme le Google Authentificator, qui lui, du coup, est indépendant de la ligne téléphonique. Il y a aussi le classique, le mail de phishing, on en a tous entendu parler. Ils sont de mieux en mieux faire. Exactement, un message de Ledger, un message de Binance, où on nous dit qu'il y a un problème, qu'il faut se connecter, et du coup, rentrer sa seed phrase. Forcément, dans la seconde, on a tous nos fonds qui sont évaporés. La règle numéro 1, on la connaît, il ne faut jamais donner ses codes d'accès, et ni même sa seed phrase à n'importe qui, ni même l'opérateur, qu'on croit être l'opérateur en tout cas à ce moment-là, de la plateforme de trading. On va directement vérifier toujours sur les applications en direct et la seed phrase, on la garde pour soi. Il y a les arnaques aussi sur les réseaux sociaux. Celles-là, elles font souvent rire, mais elles arrivent de plus en plus. C'est les arnaques aux fausses célébrités, les faux Elon Musk qui vont vous dire « Envoyez-moi un bitcoin, je vous en renvoie deux ». Eh bien, tout ça, évidemment, vous n'envoyez jamais la couleur. C'est un peu comme les... Non, Elon Musk ne vous parle pas. C'est ça, les romans scam. On a rigolé sur Brad Pitt récemment, mais c'est un petit peu la même chose. Un inconnu ou une inconnue qui vous séduit en ligne, qui vous parle d'un super projet d'investissement crypto, et puis il disparaît avec votre argent. Ça s'appelle le pig butchering. C'est l'élevage de cochons. En gros, on vous gave jusqu'à ce qu'on vous ait saigné de toutes vos crypto-monnaies. Tout ça, c'est les arnaques à l'ingénierie sociale. Ça peut toucher, ça, monsieur et madame, tout le monde sur les plateformes, effectivement. La DeFi, on imagine que c'est encore plus poussé. Alors, lorsqu'on passe les portes de la DeFi, là, on passe les portes de l'enfer, clairement, dans les arnaques crypto. Non, mais clairement, il faut bien se protéger et vérifier 3, 4, 5 fois avant de cliquer sur quoi que ce soit. Entre les projets qui veulent lever des fonds et qui disparaissent dans la nature avec vos cryptos, les faux sites qui prennent l'apparence d'un vrai site et du coup, on se fait avoir, on connecte son wallet, on se fait voler tout son argent. Il y a aussi ces faux airdrops. Bref, il y en a des dizaines, des arnaques différentes dans la DeFi, mais la base, elle est souvent la même. Vous lisez quelque
quelque chose sur votre écran, vous cliquez, et il ne se passe pas ce qui était annoncé. Ouais. En réalité, en fait, c'est le code ne correspond pas au texte. Comment ça marche? En DeFi, on utilise des smart contracts, c'est-à-dire qu'on autorise notre portefeuille à effectuer telle ou telle action. Par exemple, on croit autoriser notre portefeuille à envoyer $10 à quelqu'un, et au final, ce smart contract, il permettait de vider totalement l'intégralité du portefeuille. Donc ça, en fait, c'est des arnaques au smart contract. Certains peuvent même s'activer des jours, voire des mois après. On peut avoir un portefeuille compromis sans même le savoir. Comment se prémunir de tout ça? Toujours vérifier le lien du site, comme d'habitude, en passant par le Twitter du projet, par exemple, ou des extensions qu'on peut mettre sur son ordinateur pour vérifier chaque transaction en amont, si cette transaction, eh bien, elle est suspicieuse, s'il y a un risque. Il y a aussi des applications, enfin des protocoles qui permettent de faire le vide dans vos smart contracts que vous avez autorisés, c'est-à-dire révoquer les applications. Il faut le faire régulièrement, faire le ménage sur son wallet. Et il y a aussi le BABA. Quand on est en DeFi, on utilise souvent un wallet supplémentaire pour faire des tests avant. Très vite, 3 milliards volés en 2024 sous différentes formes d'arnaque. Est-ce que ça augmente d'année en année, William ? Alors justement, il y a aussi ce risque de piratage, et pour ce chiffre, il faut le mettre en perspective avec la capitalisation du marché des cryptos qui a considérablement augmenté depuis plusieurs années. Mais en tout cas, les vols, eux, ils ne baissent pas. Selon PeckShield, il vient de cet organisme, ce chiffre, il y avait 2,6 milliards qui ont été dérobés en 2023, tout type d'arnaque confondu, 3 milliards en 2024, et là, on est à la moitié de l'année. On est déjà à 2 milliards. Donc on est en bonne voie si on continue sur cette lancée pour dépasser tout ça. Mais ce qu'il faut noter, et ce qui rend en fait ces arnaques encore plus redoutables aujourd'hui, c'est la professionnalisation. On n'a plus affaire à des petits hackers isolés dans leur chambre. Non, en fait, on a des groupes qui opèrent à l'échelle industrielle, voire étatique. On pense à Lazarus, le groupe de hackers nord-coréens qui est soupçonné d'avoir volé plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaie ces dernières années, et qui souvent commettent des attaques ciblées ultra sophistiquées. Il y a quelque chose à l'autre bout du spectre qui, pour moi, est encore plus inquiétant, encore plus grave, parce qu'on part d'arnaque à l'ingénierie sociale à très grande échelle et aussi de traite humaine. Ce sont des call centers entiers qui se trouvent au Cambodge, en Birmanie, et qui exploitent des milliers de personnes, souvent réduites en quasi-esclavage, pour piéger les gens toute la journée avec des arnaques crypto sur Telegram, Twitter, ou même sur Tinder, les applications de rencontres. Ces structures, elles fonctionnent comme de vraies entreprises, avec des scripts, des objectifs, des rendements et des formations, sauf que ce sont des gens qui travaillent souvent contre leur gré là-bas, et au lieu de vous rendre un service, eh bien, elles vous volent votre argent jusqu'au dernier Satoshi. Le dernier rapport de Human Research Consultancy, justement, il mettait en avant le Cambodge dans un vaste réseau d'escroquerie qui est estimé à 19 milliards de dollars et lié aussi avec des politiques de premier plan. On est donc face à des entreprises du crime 3.0 contre lesquelles il est très dur de lutter. La crypto, c'est pas le Far West, c'est peut-être encore pire. Ouais, mais là où il y a de l'argent, de toute façon, on sait qu'il y a de la criminalité. On n'a pas attendu les cryptos pour ça. C'est une émission beaucoup trop courte. Il faudra revenir, évidemment, puisque voilà, je vais laisser la main à BFM Bourse. Merci Élodie Trévillot, présidente de Finance Innovation et associée gérant à la Banque de Lubac et compagnie, d'être venue nous voir. Merci Samira Karaj, directrice de projet à l'Université Côte d'Azur et consultante blockchain. Merci William L, journaliste crypto BFM Business. Émission à retrouver sur notre appli, sur notre site, évidemment. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.